Existent des destins qui ne naissent pas dans la lumière, mais dans le silence étouffant de l'oubli. Des existences qu'on ne remarque pas, des voix qu'on n'écoute plus. Et pourtant, ce sont parfois ces âmes invisibles qui, d'un geste, d'un regard ou d'un acte de pure humanité, bouleversent le cours d'un destin que tout semblait figé. Ce que vous allez entendre ici n'est pas un conte. Ce n'est pas une invention. C'est une histoire vraie, profondément humaine, aussi brutale que magnifique. Celle d'un enfant laissé pour compte, qu'on croyait condamné à disparaître dans les fissures d'une ville abandonnée mais qui, contre toute attente, a fait renaître l'espoir là où il n'y avait plus que le vide. Il n'avait ni toit, ni famille, ni avenir. Il survivait d'un jour à l'autre, dans l'ombre des ruines, avec pour seule richesse son instinct, sa bonté, et un cœur que la misère n'avait pas réussi à durcir. Cette histoire, c'est la sienne. Celle d'un garçon aux poches vides mais au courage immense. Et c'est aussi celle d'une fillette, héritière d'une famille puissante, disparue sans laisser de traces, que tout un pays cherchait désespérément. Personne n'aurait pu imaginer que leurs chemins se croiseraient. Que dans les décombres d'un monde brisé, un enfant rejeté deviendrait l'ultime rempart entre la vie et la mort. C'est une histoire de survie. De bravoure. D'un lien inattendu qui défie les lois de la logique et bouleverse le cœur même de ce qu'on appelle la famille, la solidarité, l'espoir. Préparez-vous à être touché. À être surpris. À redécouvrir la force insoupçonnée qui peut habiter les plus oubliés d'entre nous. Car parfois, ceux que l'on ignore sont ceux qui sauvent le monde. Et parfois, en sauvant les autres, on trouve enfin sa propre lumière. Dans les profondeurs d'un quartier oublié de la périphérie de Détroit, le silence avait pris racine. Plus aucun moteur, plus aucun cri d'enfant, plus aucun ouvrier ne venait troubler l'immobilité de ces lieux autrefois bouillonnants de vie. Les bâtisses aux façades éventrées gardaient les stigmates d'un passé glorieux, désormais réduits à des murs lézardés, à des vitres brisées qui reflétaient les derniers éclats d'un soleil morne, comme si la lumière elle-même hésitait à s'attarder ici. Le ciel, d'un gris métallique, pesait lourdement sur la ville. Il semblait prêt à s'effondrer sur ses toits rouillés, sur ses cheminées sans fumée, sur ses ruelles envahies par les mauvaises herbes et les souvenirs délavés. L'air sentait la poussière humide, le béton mouillé, et la rouille rance. Chaque souffle s'enveloppait d'une buée blanche qui disparaissait aussi vite qu'elle était née. Parmi ces ruines, un garçon marchait lentement. Il ne courait plus depuis longtemps. Son corps ne suivait plus les élans de la peur ni ceux de l'urgence, juste les pas de la nécessité. Jackson. 15 ans, peut-être 16. Le genre d'âge qu'on cesse de compter quand les jours se ressemblent et que l'anniversaire est un luxe réservé aux enfants qui ont un gâteau, un toit, une famille. Il avançait entre les carcasses de voitures, esquivant d'instinct les flaques huileuses et les bouts de verre brisés. Son regard fouillait le sol comme un chasseur traquant une proie invisible. Son estomac criait famine, mais il avait appris à l'ignorer, comme on apprend à ignorer la pluie ou le vent quand ils deviennent une routine. Ses doigts étaient bleus. Le froid mordait jusqu'à l'os, rendant chaque geste plus lent, plus douloureux. Il portait une veste en jean bien trop légère pour la saison, trouée au coude, tachée de graisse et de terre. En dessous, un sweat râpé qui n'avait plus de capuche. Ses chaussures, elles, tenaient à peine debout. L'une avait un trou si large qu'on apercevait une chaussette dépareillée, déjà détrempée. Jackson ne se plaignait pas. Il n'y avait personne à qui se plaindre, de toute façon. Il avait grandi dans le bruit des sirènes, dans les odeurs de fast-food froid et de métal, dans les cris des adultes trop fatigués pour aimer. Il avait fui, ou on l'avait laissé partir, la vérité était floue, perdue quelque part entre la mémoire et l'instinct de survie. Chaque jour, il cherchait. Non pas l'espoir, ce mot lui semblait trop lointain, mais un reste de sandwich, une boîte à moitié pleine, une canette encore buvable. Il fouillait les bennes avec des gestes précis, presque experts. Il connaissait les horaires des camions poubelles, les habitudes des clochards moins solitaires que lui, les cachettes à moitié sûres. Il vivait entre les tôles, les remorques abandonnées, les soutes vides d'anciens semi-remorques transformés en refuge de fortune. Là où le vent passait moins, où la pluie tambourinait sur le toit comme un vieux souvenir de musique. Et pourtant, dans ce désert urbain, quelque chose brillait encore dans ses yeux. Une étincelle fine, fragile, mais tenace. Ce n'était pas de la naïveté, il l'avait perdue très tôt, mais une forme de dignité silencieuse, une sorte de refus obstiné de devenir aussi mort que les lieux qu'il traversait. Il ne parlait à personne, mais il pensait encore. Il rêvait parfois. Il regardait les oiseaux migrateurs et se demandait s'ils reviendraient. Ce matin-là, alors que le vent se levait, que les nuages s'épaississaient, Jackson sentit quelque chose d'étrange. Une tension dans l'air,
comme un frisson invisible qui n'avait rien à voir avec le froid. Il s'arrêta, tendit l'oreille. Un bruit. Léger. Étouffé. Presque irréel. Il plissa les yeux, se rapprocha d'un vieux container rouillé, près d'un commerce aux vitres explosées. Quelque chose clochait. Quelque chose n'allait pas. Mais il ne le savait pas encore. Ce qu'il allait découvrir dans les minutes suivantes changerait à jamais le cours de sa vie. Il allait passer son chemin. Comme d'habitude. Comme tous les matins où il ne trouvait rien d'utile, rien de chaud, rien de vivant. Mais cette fois, quelque chose s'imposa à lui. Un murmure. Un froissement d'âme perdu dans le fracas d'un monde mort. Alors qu'il longeait la façade décharnée d'un vieux magasin éventré, autrefois un commerce animé, peut-être une quincaillerie ou un petit café, Jackson s'arrêta brusquement. Ses pieds glissèrent légèrement sur les gravats, mais il resta figé, tendu. Il venait d'entendre un son. Faible. Presque irréel. Comme un murmure échappé d'un rêve, ou d'un cauchemar. Un son fragile, presque timide, mais assez distinct pour trancher dans le silence du quartier désert. Ce n'était pas le vent. Le vent, il le connaissait. Il savait ses gémissements dans les interstices, ses hurlements entre les tôles, ses soupirs dans les ruelles vides. Mais ce bruit-là, il avait une origine différente. Plus humaine. Plus douloureuse. C'était un pleur. Un sanglot à peine audible, comme s'il avait été retenu trop longtemps. Comme s'il venait de quelqu'un qui ne croyait plus qu'on viendrait le sauver. Jackson sentit son cœur ralentir. Ou peut-être s'accélérer. Il ne savait plus. Il s'approcha, les yeux plissés, son souffle suspendu. Autour de lui, les ombres des bâtiments semblaient s'épaissir. Les murs lépreux semblaient retenir leurs souffles aussi. Il enjamba un tas de débris et des planches noircies, des canettes rouillées, un jouet cassé et arriva près d'un vieux muret effondré, derrière lequel se cachait une grande benne à ordures. Elle était cabossée, rongée par les années, et partiellement recouverte par une bâche sale, comme si quelqu'un avait voulu cacher ce qu'elle contenait. Ou l'oublier. Il tendit l'oreille. Le bruit était plus clair maintenant. Une plainte brisée, fragile, perdue dans l'épaisseur de la benne. Jackson hésita une seconde. Il n'était pas du genre à intervenir. L'instinct de survie lui avait appris à éviter ce qui semblait trop étrange, trop compliqué, trop dangereux. Mais quelque chose, en lui, le poussa à agir. Un reste d'humanité. Une mémoire ancienne, peut-être, d'un temps où lui aussi avait pleuré dans le vide. Il s'approcha. Lentement. Très lentement. Il posa une main sur le rebord glacé de la benne, et, en retenant son souffle, souleva le couvercle. Un grincement métallique déchira le silence. À l'intérieur, niché au fond d'un carton détrempé par l'humidité, un minuscule corps était recroquevillé. Une petite fille. Pas plus de 4 ans. Peut-être 5. Son visage était à peine visible sous une couverture trouée, visiblement improvisée avec un vieux rideau de douche. Elle ne pleurait presque plus, comme si les larmes s'étaient taries d'épuisement. Seules quelques gouttes coulaient encore de ses yeux écarquillés, regardant sans voir. Ses joues étaient creuses, ses lèvres d'un bleu inquiétant, et sa respiration lente, fragile, hachée. Chaque souffle semblait être une lutte. Jackson sentit quelque chose se briser en lui. Une barrière, une armure invisible forgée par les années de solitude, de rejet, de faim. Là, devant lui, ce n'était pas une inconnue. C'était un écho. Un miroir. Un rappel brutal de ce qu'il avait été. Et de ce qu'il aurait pu devenir. Il ne réfléchit pas. Il ne pensa ni à la police, ni au danger, ni à ce que cela impliquerait. Il tendit les bras et souleva le petit corps glacé. Elle était si légère qu'il crut un instant qu'il ne tenait qu'un souffle. Elle gémit faiblement, mais ne résista pas. Comme si son instinct savait qu'il ne lui voulait aucun mal. Contre sa poitrine, il sentit son cœur battre, à peine. Mais il battait encore. Il l'enroula dans sa propre veste élimée, resserra les pans du tissu contre elle, et la serra contre lui, pour lui transmettre un peu de chaleur. Le vent s'engouffra entre les bâtiments, faisant voler les feuilles mortes. Les papiers déchirés, les souvenirs. Sans attendre, il se remit en marche. Son abri était loin, mais il devait l'atteindre. Il n'avait rien, mais il avait au moins cela, un vieux wagon rouillé où il passait ses nuits, protégé du vent. Il y avait encore quelques planches pour faire un feu.
Un peu de tissu pour couvrir le sol. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était toujours mieux qu'une benne à ordures. Et à cet instant précis, alors qu'il portait cet enfant entre ses bras, un frisson étrange le traversa. Il ne le savait pas encore, mais ce geste, ce simple élan du cœur, venait de changer le cours de sa vie. Jackson serra l'enfant contre lui, avec une délicatesse presque animale. Une protection instinctive. Il sentait son souffle irrégulier contre sa poitrine, faible, presque imperceptible. Son petit corps, glacé comme la pierre, ne pesait presque rien. Et pourtant, dans ses bras, elle semblait contenir l'urgence d'un monde à sauver. Sans perdre une seconde, il retira sa propre veste d'un lambeau usé, imbibé d'années de survie et l'enroula autour d'elle avec une attention fébrile. C'était tout ce qu'il avait de chaud. Tout ce qu'il pouvait offrir. Le tissu râpé, encore tiède de son propre corps, devint un rempart fragile contre le vent coupant. Puis, il courut. Ses pieds frappaient le sol gelé avec une urgence nouvelle. Il n'avait jamais été rapide. Il n'avait jamais eu de raison de se hâter. Mais là, il fonçait à travers les ruelles, slalomant entre les carcasses de voitures, enjambant les restes d'un monde oublié. Le vent lui fouettait le visage, les larmes lui montaient aux yeux sans qu'il sache si c'était à cause du froid, ou de ce qu'il venait de vivre. Après plusieurs minutes, il atteignit enfin le bout d'une voie ferrée désaffectée. Là, parmi les herbes folles et les tas de gravats, se dressait son sanctuaire, un vieux wagon rouillé, abandonné depuis des décennies. Il avait repeint l'entrée avec un morceau de bâche, colmaté les trous avec des morceaux de tôle, et entassé des cartons pour isoler le sol. Ce n'était ni confortable, ni sûr, mais c'était chez lui. Il poussa la porte grinçante du wagon et entra, haletant. L'air y était plus épais, moins glacial, saturé d'odeurs de bois brûlé, de poussière et de linge humide. Avec précaution, il déposa la fillette sur une couverture effilochée posée près du foyer éteint. Il grelottait, mais il ne pensait qu'à elle. Il chercha du bois, fouilla une caisse dans un coin, sortit quelques planches arrachées à des palettes, et les empila rapidement. Il craqua une allumette qu'il avait protégée dans une boîte en fer rouillé. Et souffla doucement sur les premières flammes. Peu à peu, la chaleur revint. Des lueurs orangées dansèrent sur les parois métalliques du wagon. Les ombres s'allongèrent, vacillantes. La lumière fit briller les larmes sèches sur les joues de la fillette, qui respirait un peu plus régulièrement à présent. Jackson s'assit près d'elle, tremblant. Il sortit de son sac une bouteille d'eau, à moitié pleine. L'eau était tiède, chauffée par le trajet. Il la décapsula lentement, et la porta aux lèvres de l'enfant. Elle bougea légèrement. Elle ouvrit à peine les yeux. Juste une fente, un sursaut de conscience. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, et elle accepta quelques gouttes. Puis elle se rendormit, épuisée. Jackson, lui, la regardait. Et c'est alors qu'il remarqua le collier. Un fin fil d'argent autour de son cou, couvert de poussière, mais encore éclatant à la lumière du feu. Il s'approcha lentement. L'objet jurait avec le reste. Il n'avait rien à faire là, dans un carton sale, autour du cou d'une enfant abandonnée. Ce n'était pas un bijou banal. Le pendentif, lourd, pendait contre sa poitrine, comme un secret bien gardé. Il hésita. Puis, d'un geste presque solennel, il souleva doucement le médaillon et l'ouvrit. L'intérieur était orné d'un symbole gravé, finement ciselé, une forme circulaire entremêlée de lignes, semblable à un blason ancien. Ce n'était pas décoratif. C'était une marque. Une signature. Quelque chose de noble. D'ancien. D'important. Il n'en comprenait pas le sens, mais il sentit tout de suite qu'il venait d'effleurer quelque chose de bien plus vaste que lui. Ce n'était pas une fillette ordinaire. Ce collier parlait. Il parlait de richesse. De secret. Peut-être même de pouvoir. Jackson referma le médaillon, doucement, sans un mot. Il ne voulait pas réveiller l'enfant. Il ne voulait pas briser ce moment suspendu. Il se contenta de remettre le pendentif à sa place, puis recouvrit ses épaules avec un morceau de couverture. Il resta là, en silence. Le feu crépitait. La nuit s'approchait. Et dans cette lumière tremblante, entre les ombres d'un wagon oublié, deux vies s'étaient croisées. L'un venait de la rue, l'autre de la haute société, mais à cet instant, rien ne les séparait. Ils étaient seuls. Ensemble. Et quelque part, dans le noir de la ville, quelqu'un ou quelque chose avait déjà commencé à les chercher. Le jour se leva timidement, sans éclat.
Un soleil pâle peinait à transpercer la brume épaisse qui s'accrochait aux ruines comme une toile de tristesse. La ville semblait encore endormie, figée dans sa torpeur habituelle. Mais pour Jackson, l'aube était devenue une urgence. La petite fille n'avait pas bougé de la nuit. Son souffle était devenu plus léger, plus fragile. Elle avait besoin d'aide. De vraie aide. Et vite. Jackson l'enveloppa dans une couverture qu'il avait récupérée quelques semaines plus tôt dans une décharge, un tissu râpé mais encore épais, qui sentait la poussière et le plastique brûlé. Il l'entoura avec soin, s'assurant que le vent ne puisse plus atteindre son visage. Puis, prenant une profonde inspiration, il la souleva dans ses bras une nouvelle fois. Ses jambes le portaient avec difficulté. Il n'avait presque rien mangé. Mais il savait où aller. À quelques rues de là, entre deux immeubles éventrés, subsistait une vieille pharmacie. Jadis refuge des malades, elle n'était plus que l'ombre d'elle-même, volets tordus, vitres éclatées, enseignes tombées de travers. Pourtant, il y avait de la vie, là-dedans. Discrète. Ténue. Mais bien réelle. On disait qu'une vieille dame y vivait encore. Une ancienne infirmière. Un fantôme compatissant du vieux monde. Certains la surnommaient la sorcière blanche mi-médicinale, mi-magique. Elle connaissait les plantes, les gestes, les douleurs. Et surtout, elle ne posait pas de questions. Jackson s'approcha de la porte branlante et frappa 3 fois, comme il l'avait appris par d'autres enfants des rues. Il attendit. Rien. Puis un grincement. La porte s'entr'ouvrit lentement, révélant une silhouette frêle, mais droite, vêtue d'un long gilet en laine usée et de foulards enroulés autour de sa tête comme une couronne fatiguée. Ses yeux, clairs et perçants, se posèrent immédiatement sur la fillette dans les bras de Jackson. Elle ne parla pas. Elle s'écarta simplement, lui faisant signe d'entrer. L'intérieur de la pharmacie n'avait plus grand-chose d'officiel. Des plantes séchées pendaient du plafond, des bocaux remplis de racines, d'onguents, de pilules récupérées ou recomposées garnissaient les étagères. Une lampe à pétrole diffusait une lumière ambrée qui dansait sur les murs décrépits. Jackson posa la fillette sur une couverture, à même le sol. La vieille dame s'agenouilla aussitôt, les gestes précis, méthodiques. Elle écarta les mèches collées par la sueur, toucha le front de l'enfant, vérifia son pouls, ouvrit une petite armoire à tiroirs et commença à mélanger des fioles, des pommades, de l'alcool, des bandages. Elle n'avait toujours rien dit. Ce silence n'était pas de l'indifférence. C'était une forme d'écoute profonde, de respect, de concentration. Une manière de dire « je suis là, je vois, je fais ce qu'il faut ». Quand elle eut terminé les premiers soins, elle se redressa enfin, et tourna les yeux vers Jackson. Elle a de la fièvre. Une hypothermie avancée. Mais elle est encore là, juste à temps, murmura-t-elle. Jackson hocha la tête. Il restait debout, tendu, les poings serrés, comme un soldat devant un officier. Elle l'observa un instant, puis lui tendit un morceau de pain sec et un gobelet d'eau. « Assieds-toi. Mange un peu. Tu en as autant besoin qu'elle. » Il s'exécuta sans protester. Le pain était dur, mais il n'avait rien avalé depuis la veille. Chaque bouchée était une lutte entre sa gorge nouée et la fatigue qui l'écrasait. Quelques heures plus tard, alors que la lumière avait changé d'angle et que la fillette dormait enfin d'un sommeil un peu plus paisible, la vieille dame sortit un vieux téléphone. Pas un smartphone. Un modèle à clapet, ancien, réparé 1000 fois. Elle composa un numéro à l'ancienne, d'un doigt l'en met sûr. « Oui, c'est moi. J'ai besoin de toi, tout de suite, pour une urgence. » Pas de nom. Pas de question. Juste viens. Elle raccrocha avant même que l'interlocuteur ne réponde complètement. Une demi-heure plus tard, la porte s'ouvrit à nouveau. Un homme entra, silencieux, le regard fatigué mais vif. Un médecin, sans blouse, sans badge. Du genre qu'on ne trouve pas dans les hôpitaux classiques. Il connaissait les règles de la rue. Il soignait ceux que le système avait oubliés, sans papier, sans nom, sans voix. Il s'approcha, posa sa mallette à côté de l'enfant, et commença l'examen. Il travaillait vite, mais avec douceur. Il prit son pouls, vérifia ses pupilles, écouta son cœur, souleva ses paupières, examina ses mains, ses pieds, son cou. Et soudain, il pâlit. Ses yeux se figèrent un instant sur le médaillon. Il l'ouvrit. Le symbole le figea. Puis il leva les yeux, lentement, vers la vieille dame. « Vous avez la moindre idée de qui elle est » murmura-t-il.
Elle le fixa sans ciller. Non. Et je ne veux pas savoir? Pas encore. Il referma le médaillon, le reposa délicatement sur la poitrine de l'enfant, puis serra les dents. Si ce que je pense est vrai, cette petite n'aurait jamais dû être ici. Elle est portée disparue depuis des semaines. Toute la ville non, tout le pays est à sa recherche. Jackson, silencieux dans un coin de la pièce, sentit son cœur s'arrêter. Et sans même qu'il ne le réalise, il venait de mettre les pieds dans une histoire bien plus grande que la sienne. Cette fillette, elle n'était pas une inconnue. Elle n'était pas juste un enfant perdu dans les décombres d'un monde brisé. Elle était le visage placardé sur tous les écrans, dans toutes les rues, sur les panneaux lumineux des grandes villes, avec ces mots en lettres rouges, disparus. Priorité nationale. Elle était la fille unique de William Hartwell, un magnate de l'industrie pharmaceutique, un homme aussi puissant que discret, dont les apparitions publiques faisaient trembler les marchés, dont la fortune bâtissait des hôpitaux, des écoles et des murs invisibles entre les riches et le reste du monde. Son enlèvement, survenu quelques jours auparavant, avait plongé le pays entier dans une fièvre médiatique sans précédent. Les chaînes d'information diffusaient en boucle sa photo, un visage doux, encadré de cheveux blonds bouclés, les yeux pleins de lumière. On évoquait toutes les hypothèses, un kidnapping politique, une vengeance industrielle, un drame familial dissimulé. Et voilà qu'elle était là. Vivante. Fragile. Recroquevillée contre les braises mourantes d'un feu improvisé, sauvée non pas par la police, ni par un détective, ni par les services de renseignement, mais par un enfant des rues, sans nom, sans maison, sans avenir reconnu. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Lorsque les autorités furent contactées et discrètement, par l'intermédiaire du médecin, le protocole de crise se mit en marche à une vitesse fulgurante. Il ne fallut que 2 heures avant que les premières sirènes ne hurlent dans le lointain, trouant le silence du matin comme une alerte de fin du monde. Les rues jusqu'ici désertes s'emplirent soudain de mouvement. Des camions noirs blindés aux vitres teintées surgirent des profondeurs de la ville comme des bêtes de métal. Des hélicoptères tournoyèrent au-dessus des toits éventrés. Des journalistes, alertés on ne sait comment, accoururent comme des vautours, caméra à l'épaule, micro tendu, prêts à transformer le moindre souffle en breaking news. Jackson, lui, était déjà à l'écart. Il observait tout cela depuis un recoin de l'ancienne station-service, caché dans l'ombre, son visage à moitié dissimulé par sa capuche. Il voyait les hommes en noir s'agiter autour de la pharmacie, établir un périmètre, parler dans leurs oreillettes, ouvrir des mallettes, sortir des détecteurs, scanners les environs. Il vit aussi la vieille dame sortir, les bras levés, calme, impassible, protégée peut-être par son âge, ou par son mystère. Il ne comprenait pas tout. Mais il savait une chose, il n'appartenait pas à ce monde-là. Et pourtant, c'était lui qui l'avait trouvé. Lui qui l'avait protégé. Lui qui avait couru dans le froid avec elle dans les bras. Personne ne le savait. Personne ne le verrait. Il n'attendait rien. Il n'espérait pas de remerciement. Pas de récompense. Pas même un regard. Car dans leur monde, il n'existait pas. Il resta là, immobile, le cœur serré, à regarder l'enfant emporté avec précaution dans une ambulance blanche, sous escorte. Les agents la traitaient avec une douceur surprenante, comme on manipule une relique retrouvée, une œuvre d'art volée rendue à l'histoire. Jackson sentit un mélange étrange grandir en lui. Du soulagement, bien sûr. Elle allait vivre. Elle serait en sécurité. Mais aussi une sorte de vide amer. Comme s'il venait de rendre à l'univers quelque chose de précieux, sans que l'univers ne sache jamais ce qu'il avait donné, lui. Personne ne se retourna. Personne ne demanda, qui l'a trouvé. Qui l'a sauvé. Personne ne vit l'adolescent fatigué, seul, qui tournait lentement les talons et disparaissait à nouveau dans les ombres de la ville. Mais dans son cœur, quelque chose avait changé. Et sans qu'il le sache encore, le fil invisible qu'il venait de tirer allait révéler bien plus qu'un simple sauvetage. Il avait mis la main sur une vérité, que certains auraient préféré ne jamais voir remonter à la surface.